Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le sommet de la Ligue arabe sur la question palestinienne, le chef de la diplomatie représente l'Algérie. Le président Tebboune n'ira pas en raison des lacunes qui ont entaché la préparation de ce rendez-vous. Ramadan au Palais, nouvelle édition de cette foire commerciale dès ce mardi avec la participation d'une cinquantaine d'exposants proposant des prix attractifs sur leurs produits. Le ministre des Affaires religieuses en visite de travail à Constantine où il souligne l'importance de la restauration des édifices religieux. Jamal Jazair, très fréquenté en ce début du mois de Ramadan, plus de 10 000 fidèles en moyenne chaque jour, notamment pour la prière de Tarawih. Dissension au sommet de l'État français, Macron recadre une nouvelle fois son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur concernant l'Algérie. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est au Caire pour représenter l'Algérie au sommet de la Ligue arabe, une session extraordinaire consacrée à l'examen des développements de la question palestinienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de ne pas y prendre part en raison des déséquilibres qui ont entaché le processus de préparation de ce rendez-vous, dans la mesure où ce processus a été monopolisé par un groupe de pays arabes, sans aucune concertation avec les autres membres. Riyad Saïdaoui, directeur du Centre arabe des études politiques et sociales basé à Tunis, il est contacté par Hanel Seissi. Certains États arabes ont pris la cause palestinienne en otage. Ils n'invitent pas l'Algérie à préparer ce sommet. Or, nous savons bien que l'Algérie a tout donné pour la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité, même pendant le sommet arabe d'Alger 2022. Aussi, l'invitation des 14 organisations palestiniennes à Alger, alors que l'Algérie a été éloignée, comme la Tunisie d'ailleurs, de ses préparations. Deuxièmement, que le président Abdelmadjid Tebboune ne sera pas présent. La même chose pour la Tunisie, le président Kais Saïed ne sera présent. Ça veut dire, et je dis malheureusement, que nous attendons pas des résolutions et des décisions révolutionnaires en faveur de Gaza, mais peut-être d'autres résolutions, à titre d'exemple, désarmer la résistance palestinienne à Gaza. Et en attendant ces résolutions, plusieurs organisations, notamment onusiennes, mettent en garde contre la détérioration de la situation dans la bande de Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas s'exprimera ce soir devant le sommet de la Ligue arabe sur l'évolution de la situation et rencontrera en marge du sommet un certain nombre de dirigeants. Le ministère de l'Éducation fixe le calendrier des examens de fin de cycle. Le BEM se déroulera du 1er au 3 juin alors que le baccalauréat est prévu du 15 au 19 du même mois. Développement de l'industrie mécanique à travers la mise en place d'un réseau solide de sous-traitants. Ce chemin est déjà emprunté avec la signature hier avec le partenaire chinois, un accord qui porte sur la fabrication de la pièce de rechange automobile, mais également des pièces de carrosserie en plastique et en caoutchouc avec la partie italienne. L'Italie, une coopération fructueuse dans plusieurs secteurs, notamment industriels, un aspect mis en avant lors de la table ronde qui a réuni les hommes d'affaires des deux pays. Hanan Seissi. Avec 30% du volume d'exportation italienne, l'Algérie est l'un des plus importants partenaires économiques pour l'Italie. Maurizio Motta, directeur de l'agence italienne pour le commerce extérieur, bureau d'Alger. Une grande exportation des machines pour l'oil and gas, pour la graphique, pour l'emballage, pour l'agriculture et la zootechnie, etc. Et le volume de nos exportations des machines vers l'Algérie rejoint 30% du total de nos exportations. Pour nous, l'Algérie, c'est un pays important et la confirmation c'est que dans le plan Mattei, un des pays qui ont été individués du début pour les projets pilotes. Au regard des plans de développement envisagés, l'Algérie est un pays stratégique pour l'Italie. Ainsi, le pari gagnant-gagnant constitue une condition sine qua non pour le renforcement du partenariat. L'Italie, par rapport aux données de 2023, a plus de 8 milliards d'euros investis en Algérie. Et nous savons que pour
Pour l'Algérie, c'est important de créer des partenariats gagnant-gagnant, de manière que tous les deux pays obtiennent des activités positives. La rencontre d'hier devrait ouvrir de nouvelles opportunités d'affaires entre les dizaines d'opérateurs économiques algériens et italiens, de quoi concrétiser la volonté politique exprimée par les deux États, visant à booster davantage la dynamique de coopération économique à l'avenir. Le partenariat algéro-italien dans le domaine de l'énergie trouve une suite logique dans le renouvelable, notamment à travers le grand projet South Corridor, le gazoduc qui acheminera de l'hydrogène vert vers l'Europe en passant par l'Italie. Rabah Slami, directeur hydrogène et énergie alternative au CRF, contacté par Hamid Belkacem. Le projet du South Corridor, dans lequel l'Algérie est considérée comme l'acteur clé pour fournir à l'Europe de l'hydrogène vert, en est la preuve de l'attractivité exceptionnelle de l'Algérie pour le marché européen futur de l'hydrogène, qui va demander à court terme environ 10 millions de tonnes d'hydrogène vert qui seront importées des régions limitrophes à l'Europe. Le projet qui va relier plusieurs pays européens à l'Algérie devra avoir besoin d'environ 4 millions de tonnes d'hydrogène vert qui seront fournies principalement par l'Algérie. Et à propos d'énergie, l'Algérie et 7 autres pays de l'Alliance OPEP+, décident de procéder à un retour progressif à partir du 1er avril de leur réduction volontaire de production pétrolière, décision prise lors d'une réunion ministérielle tenue par visioconférence. Un retour progressif et flexible des ajustements volontaires à 2 200 000 barils jour. La production algérienne connaîtra une augmentation pour atteindre 911 000 barils jour avant de passer graduellement à 1 700 000 barils jour d'ici fin 2026. Les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures pour assurer l'approvisionnement régulier du marché et à des prix étudiés durant Ramadan. Parmi les initiatives, la foire commerciale qui se déroule au Palais des Expositions, une manifestation qui a ouvert ses portes ce matin. Sophia Boukercha. Producteurs et commerçants sont venus proposer directement aux consommateurs des produits essentiels, notamment les fruits et légumes. La société Magro participe à cette initiative en appliquant des promotions spéciales dans le but d'offrir des prix accessibles. Rachid Sellem, directeur général de Magro. Aujourd'hui, on est présent au niveau des SAFEX avec un marché de proximité pour offrir nos produits directement aux consommateurs avec des prix compétitifs. Il y aura des promotions sur tous les produits qui sont exposés aujourd'hui au niveau de SAFEX. D'autres exposants participent également avec une large gamme de produits alimentaires à des tarifs compétitifs. Le fromage تاعنا c'est sans gluten, sans conservateur. هاد الخطره جينا بتشكيله متنوعه، عندنا دي برودوي الله يبارك، عندنا من 80 غرام حتى 3.8 كيلو، دي بري في متناول الجميع. Les prix sont compétitifs par rapport à la qualité des produits sains. Dès l'ouverture, de nombreux citoyens ont afflué vers ce marché, saluant cette initiative qui permet de soulager leur budget. شفت اللحم هنا الناس اللي تقدر تشري الاسعار تكون منخفضه. شفنا تنوع تاع اللحوم اللي كاين بزاف لي بري، دونك عندك شوا اي واحد يقدر يشري خضره بزاف، كاينه فاريتي تما دوك نروح نزيد نضرب دارة تماك، تقدر تدور هنايا تشري كلش ما تشوفش ايا. سي دي بري كومبيتيتيف، عندنا يعني كاين اقبال من طرف المواطنين سورتو على اللحم وعلى الخضره، اسعار في متناول الجميع. Ce marché de proximité restera ouvert jusqu'au 26 mars en cours, permettant aux citoyens de s'approvisionner en produits essentiels à des prix avantageux tout au long du mois sacré. Et avec la fatigue et le manque de concentration qui s'installe durant ce mois de Ramadan, prudence sur la route, un accident impliquant 2 véhicules et un autobus a fait ce matin un mort et 5 blessés à Mascara. Le handicap, une prise en charge complexe et lourde pour la personne concernée, mais également les pouvoirs publics. Le diagnostic précoce est important pour réduire l'impact du handicap, explique professeur Abdelmajid Tabti, président du Conseil consultatif des personnes aux besoins spécifiques, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Nous avons beaucoup de travail à faire. Ça fait partie des missions du Conseil national consultatif. Parce que si on agit dans la prévention, nous avons réduire beaucoup de choses. Entre autres, le coût. Si on agit en amont, c'est qu'il y a des handicaps qu'on contracte déjà à la conception. À la naissance, il y a des handicaps qu'on contracte après la naissance. Donc il y a beaucoup d'handicaps subis qu'on peut éviter. Et cela grâce à des diagnostics précoces qui sont faits au niveau des structures qui sont dédiées à ça. Plus le diagnostic il est fait précocement, plus on donne la chance à cet enfant probablement d'y aller à l'école.
L'accompagnement des personnes aux besoins spécifiques passe nécessairement par la formation, celle de l'encadrement et de l'enfant avec une approche adaptée. Aujourd'hui, nous devons former encore plus et surtout sur la qualité. La formation, elle doit être acquise par tout le personnel parce qu'aujourd'hui, si vous mettez un enfant, on parle d'inclusion. Oui, l'inclusion, je suis entièrement d'accord, ça ne pose aucun problème. Mais est-ce que cette inclusion peut concerner tous les enfants, par exemple, ou les adolescents ayant un handicap? Elle ne le pourra pas, malheureusement. Par contre, on peut aussi commencer à former dès le jeune âge. C'est ce qui se fait un peu dans d'autres pays, ce qu'on appelle les IME, les instituts médico-éducatifs. Ça veut dire que ces enfants sont initiés et préparés à un enseignement graduel qui leur permettra de faire une insertion. Mésentente flagrante au sommet de l'État français, le président recadre une nouvelle fois son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Il le rappelle que certaines décisions comme celle de revoir l'accord de 68 sont du seul ressort du président, de sa compétence donc. Macron souligne que le nombre de laissez-passer consulaires délivrés par l'Algérie est bien meilleur que d'autres pays de la région. Dans ce contexte, le gouvernement français continue à alimenter le discours haineux de l'extrême droite française envers l'Algérie, relève Nasser Namili, président du réseau solidaire citoyen algérie.com. Il le dit à Hanan Seissi. Les propos haineux tenus par Rotaillot enveniment encore le discours de l'État français envers l'Algérie et les ressortissants algériens résidant en France. Un ministre est censé exécuter et appliquer le programme du président élu. Or que nous avons l'impression actuellement que c'est l'extrême droite qui gouverne. L'impact de ce genre de discours tenu par Rotaillot est palpable sur le quotidien des ressortissants algériens, dont les binationaux. Ce discours ne peut que mettre au chaos la relation diplomatique des deux pays. Il faut que le président Macron et son entourage reprennent le contrôle de la situation, car ils sont en train de subir une exécution politique par Rotaillot et les gens qui partagent ses idées. Le Kremlin qualifie la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine de meilleure contribution pour la paix. Trump a en effet ordonné une pause dans l'aide militaire des États-Unis à Kiev. Pour l'analyste politique François Dengué, nous assistons à des changements imprévisibles de la géopolitique internationale. Il répond à Rabea Slimani. Les choses sont en train de s'accélérer. En quelques jours, des changements complètement imprévisibles de la géopolitique internationale et en particulier sur le dossier ukrainien. Il y a cette suppression d'aide. Ce qui est le plus important, c'est que même l'aide dont on parle européenne ne peut pas fonctionner sans les instruments, le guidage et les technicités des appareils qui sont essentiellement américains, y compris l'aide européenne. Ça veut dire que l'Ukraine, par la faute de Zelensky, à cause de ce qui s'est passé le vendredi dernier, est en train de se mettre en situation de défaite totale. La décision de suspendre l'aide militaire américaine place davantage les Européens en première ligne. La présidente de la Commission de l'Union européenne a dévoilé un plan pour réarmer le continent, l'Europe qui fait face à un danger clair et immédiat selon Van der Leyen. Depuis que le président Trump a annoncé sa conversation d'1h30 avec le président Poutine, c'est la panique en Europe. Il y a d'abord une première réunion du président Macron qui a tout de suite convoqué du pays européen. Ensuite, vous avez eu la réunion en Angleterre, mais qu'est-ce qu'il en est sorti? Le président de la République française a fait des déclarations qui ont tout de suite été contredites par le Premier ministre anglais. Les Européens ne peuvent rien faire. C'est le Premier ministre anglais qui, s'il n'y a pas la présence américaine. Donc tous les Européens qui nous parlent de souveraineté, l'ingratitude dont a fait preuve Zelensky, ça reflète seulement l'ingratitude européenne vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis qui assurent votre défense depuis 80 ans. Il y a donc cette deuxième incapacité européenne qui éclate au grand jour. L'Europe est forte devant les faibles. Maintenant, l'Europe apparaît pour ce qu'elle est. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Le ministre des Affaires religieuses en visite de travail aujourd'hui dans la wilaya de Constantine. Il s'est arrêté au niveau de plusieurs projets. Youssef Ben Mahdi qui est par ailleurs revenu notamment sur la réhabilitation des édifices religieux. Ces propos sont recueillis par Hayat Kerboua.
Nous pouvons appliquer des techniques de réhabilitation pour ces installations religieuses, historiques et culturelles. Ce serait une grande occasion car il s'agit d'un monument important. Nous avons des rsouks similaires en Algérie datant de l'époque ottomane et on peut reproduire certains aspects de l'intérieur des rsouks des beys de cette époque car c'est la même culture. À l'époque, les ingénieurs étaient peu nombreux et c'est les mêmes qu'on sollicite un peu partout. La touche de ces ingénieurs est restée présente malgré quelques différences mineures. Mais en général, il y a une grande harmonie. Un joyau architectural, la grande mosquée d'Alger ou Jama al-Jazair, le site connaît une importante affluence en ce début Ramadan. Reportage d'Hassan Chemech. La grande mosquée d'Alger ou Jama al-Jazair, ce magnifique édifice reçoit un nombre important de visiteurs. Il accueille de nombreux fidèles venus de partout accomplir la prière de Tarawih dans une ambiance de piété. Masha'Allah, tahfa. J'habite à l'étranger. Alhamdoulilah, بلادنا راه عندنا une mosquée qui m'a fait plaisir. جبت لي زونفون, جبت لها مدام راه هنايا. راه قال لك نعاودوا نرجعوا نشوفوا بلادنا راه افونسي وان شاء الله نتمنوا الخير للبلاد هذه. المسجد الله يبارك, المسجد اول خطره نجوا هنا نعمل الوالد احنا جايين زياره هنا. حاجه مليحه عندنا جامع كيما هذا نفتخروا به في القاره وفي الامه العربيه كاع. التنظيم هنايا ما شاء الله, لي زاجون واقفين, مقرئين الله يبارك, يعني التجويد الاحكام كلش. مفخر علينا الجزائريين كاع. عجبني المسجد الكبير جدا وانا حابه نعاود نولي له مره اخرى. Selon Belkacem Adjadj, sous-directeur de l'information et de la communication, chaque jour, plus de 10 000 fidèles viennent accomplir la prière de Tarawih. Ce nombre-là, donc, on estime que ce sera élevé dans les jours qui viennent, surtout pendant les vacances. Les gens viennent de partout, toutes les wilayas, même des immigrés. On invite tout le monde de visiter la Jama al-Jazair. Sur place, nous avons constaté la mobilisation de l'ensemble des moyens pour le bon déroulement des prières. Les vacances scolaires, c'est pour bientôt. Elles coïncident avec Ramadan cette année encore. Parmi les bons plans à l'adresse des enfants, des formations en robotique. Samir Alloun. Des activités pendant les vacances scolaires qui mélangent entre apprentissage et créativité. Les plus jeunes, passionnés par les nouvelles technologies et les appareils intelligents, optent pour la robotique et pour la programmation, un moyen d'apprendre tout en s'amusant. Khald Basta, gérant fondateur de Beka Fire. De A, ils vont avoir une orientation facile pour leur domaine futur et aussi ça va développer leur activité mentale et aussi ils vont être plus réactifs. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nos enfants. Comme ça, on pourra les orienter depuis leur jeune âge. Comme ça, ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Des activités tendances qui renforcent les compétences et le savoir-faire des enfants, voire qui les motivent à poursuivre une carrière au sein de ces domaines liés au TIC. Moussa Daoud, cofondateur de la start-up Technologie, ils sont derrière l'initiative Spring Camp. Cette année, comme l'année passée, le Ramadan coïncide avec les vacances scolaires. Le programme Spring Camp englobe plusieurs formations. Une formation en robotique, une formation en développement web, une formation dans les différentes technologies. C'est dédié pour les enfants de 6 à 17 ans. Et ils n'ont pratiquement besoin d'aucun prérequis. Ensuite, deuxième niveau, utiliser plusieurs blocs. Et le troisième, ils commencent à assembler le robot et le programmer de manière beaucoup plus détaillée. Pour que les enfants puissent utiliser et rentabiliser le temps avec de nouvelles compétences, une manière de raisonner beaucoup plus structurée. Des initiatives qui encouragent les plus jeunes d'entre nous à apprendre en s'amusant, tout en apprenant davantage sur des spécialités et méthodes qui leur permettent d'explorer et de maîtriser la programmation ainsi que la robotique, ouvrant la voie à une multitude d'innovations futures. Autre bon plan, une visite dans les palais de la Casbah. Nadia Siassi est justement notre guide à Dar Sultan. La Casbah est considérée comme le berceau de toutes les civilisations. Tous les travaux de restauration nous permettent au fil des jours d'écouter et de voir au mieux toutes les générations passées et surtout les villes et monuments bâtis. Faisons un tour ensemble au sein de Dar Sultan, la citadelle, avec notre guide Heshmi Serdi. On a le palais, c'est l'entrée officielle historique à la citadelle d'Alger. Deuxième, il y a le palais du Dey. Troisième, on a la mosquée du Dey. On a le hammam. Pour les soldats janissaires, même un club, un foyer des janissaires. Et on a un quartier des janissaires et on a une distribution d'eau.
et la mosquée des soldats de Janissab, l'ancienne mosquée, et on a en même temps un pavillon d'été et les casemates et on a les batteries. Comment était la vie au sein de cette citadelle? En 1830, initialement la citadelle c'est une forteresse, ça veut dire le fort de la ville, intramuros, c'est situé en 118 mètres d'altitude avec une superficie 1,30 hectare, avec ses batteries et même la poudrière. Mais en 1817, il y a un transfert du pouvoir de la basse Kasbah dans le palais du Nina, etc. à l'époque de Da'li Khouja. Donc la citadelle, elle va devenir le nouvel siège, le nouveau résidence du Dey, et même il y a la gestion du pays. Dar Sultan est situé dans les hauteurs de la Kasbah. Ses portes sont ouvertes durant ce mois de Ramadan tous les jours, à l'exception du vendredi de 8h30 à 15h30. Voilà, c'était la dernière page de cette édition réalisée par Selma Fegui et Redouane Siassi. Il y avait Sadiq à la console technique et Myriam à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Hajar Msaoudi.